La liberté, c'est ne pas ressentir la peur, comme Tom Cruise disait Benicio del Toro le mois dernier dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je vous rassure, on ne va pas reparler du film, mais on va sûrement reparler un peu de liberté aujourd'hui, comme dans notre dernière émission. Et on va aussi parler de mort, comme dans toutes nos émissions. Puis bien sûr, de ce qu'il y a à la croisée des deux, c'est-à-dire le cinéma, ce qui est sûrement complètement faux. Mais je vous remercie de ne pas trop y réfléchir, parce que ce serait gâcher une belle maxime. Et une belle maxime, c'est plus beau qu'une vérité bancale et mal dite. Par exemple, quand Gene Seberg demandait dans une scène un peu connue d'À bout de souffle sa plus grande ambition dans la vie au personnage d'écrivain interprété par Jean-Pierre Melville, celui-ci répondait être immortel et puis mourir. Eh bien, devenir voilà, immortel bon. et puis mourir. Allez, est c'est grave, putain, on est dégage. on est entre connards cultivés, on peut continuer l'émission. Derrière la caméra, il y avait un pas encore trentenaire à lunettes fumées et cheveux sur la langue qui allait devenir le plus grand cinéaste de la révolution moderne, donc immortel, puis quelques 6 décennies plus tard, mourir l'homme le plus libre du monde, puisqu'il n'y a sans doute pas de liberté plus élevée que celle de choisir sa propre mort, ce que les largesses de la loi suisse ont permis à Jean-Luc Godard de faire le 13 septembre 2022. Ça ne lui aura pas laissé le temps de voir Nouvelle Vague de Richard Linklater, si tant est qu'il en eut l'envie. Disons que le cinéma se doit d'être libre ou de regarder la mort, et idéalement les deux à la fois, pour tâcher de rassembler autant que faire se peut des films a priori aussi disjoints que cette reconstitution par le pape de l'indétexant du tournage parisien d'À bout de souffle, mais aussi de La Petite Dernière, second film plus produit et donc peut-être moins libre, de Afsia Herzi, adapté du récit autobiographique de Fatima Das et décrivant le parcours d'émancipation d'une jeune musulmane tâchant d'embrasser son homosexualité. Super. C'est les aléas du direct. C'est Macron. Pardon, c'est bien. Ouais. Troisième film de Avier Herzi. Et troisième film de Afsia Herzi Ah ouais, en plus, ça va merci, aller, heureusement que j'ai été interrompu. Et enfin donc de House of Dynamite, dernier film de Catherine Bigelow sorti directement sur Netflix et chroniquant en temps réel depuis les Situation Room de Washington une attaque nucléaire visant le sol américain et menaçant de faire des millions de morts dans le monde libre. Avec moi aujourd'hui la meilleure équipe possible, puisque ce sont des mordus de Godard, du Pentagone et des mécanismes de formatage du cinéma d'auteur français. Je vous laisse deviner comment les postes se répartissent entre Jérôme Momsilovic, bonjour. Muriel Joudet, bonjour. Et un problème de type grec du nom de Stratis Vouyoukas. Bonjour. Elle était bonne. Merci. Enseignant, réalisateur, critique récemment pour le magazine Hors Série. Magazine féminin hors Oui, série. le magazine. Je vous rappelle avant de lancer que cette émission est désormais une super production avec un volume technique supérieur à celui d'À bout de souffle et légèrement inférieur à celui de House of Dynamite, et que vous seriez donc bien avisé de nous filer un petit coup de main sous la forme d'un virement mensualisé sur notre page Ko-fi, dont le lien se trouve en description de la vidéo. Si tout le monde met 5 € par mois, on rachète Bolloré et on tourne la prochaine en robe de bal. En attendant, on reste des artistes bohèmes, donc on part tout de suite rive gauche. Le mot maître, c'est d'improviser, mais bien, bien, à Saint-Germain, Richard Linklater ignorait peut-être en partie, en se lançant dans une reconstitution en noir et blanc du tournage d'À bout de souffle, à quel point il était précédé par une certaine industrie locale de la carte postale trempée dans le formol en matière d'hommage au Paris des artistes germano-pratins. Or, quand on a comme prédécesseur un clip de Danny Briand et une pochade de Michel Hazanavicius, c'est parfois un mauvais signe. Que nenni son Nouvelle Vague et de l'avis je crois, à peu près unanime de la table aujourd'hui. Une réussite plus qu'inattendue, hommage à un film dont le caractère révolutionnaire est présenté comme le strict produit de sa simplicité de fabrication, de son indiscipline, presque même de sa paresse, avec tout de même un paradoxe sur lequel je vous propose de lancer, puisque si vous êtes tous fans, je me chargerai de vous opposer un peu de contradiction, ne serait-ce que par politesse envers Jean-Luc. Peut-on vraiment chanter la légende dans tel tournage avec son économie de moyens, ses faux raccords assumés, son équipe ultra réduite, mais le faire avec 8 millions de budget et une équipe de 100 techniciens? Peut-on rendre à Godard un hommage non godardien, Stratis? Oui, je crois que oui, on peut rendre un hommage non godardien, parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est la façon dont on va nous raconter une histoire, on va nous raconter l'histoire d'un tournage. Donc, il enrobe l'histoire du film de Godard dans un cadre qui est un cadre de cinéma américain. Donc, il va pas faire un film godardien pour faire un film sur Godard. Et c'est ça qui est intéressant. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt, en fait. Ce serait juste une parodie ou un pastiche, un peu ce qu'a essayé de faire Hazanavicius, en fait, dans son film. C'est-à-dire vraiment une sorte de pastiche parodique, mais qui n'a strictement aucun intérêt, qui est même un peu dégueulasse, oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc, là, je trouve que ce qui est très beau, c'est qu'il nous raconte une histoire. C'est presque comme une sorte de conte de fées. On voit comment on peut faire un film. Eh bien, comment on a pu, en tout cas, essayer de renverser la table dans le cinéma français et dans le cinéma mondial, en fait, dans les années 60, en faisant complètement différemment, en renversant toutes les règles, en faisant ce que disait Godard, c'est-à-dire vraiment enfreindre toutes les règles de la grammaire cinématographique pour faire quelque chose de nouveau. Et effectivement, quelque chose de nouveau, à l'époque,
il me semble que ce que ça raconte, c'est comment remettre de la joie dans l'envie de faire du cinéma. C'est-à-dire comment soudain, en fait, ce qui est important quand on fait un film, c'est de se rendre compte qu'il faut avoir du plaisir de le faire. Et Godard, j'adore ça, le fait qu'il arrête de tourner quand il sent qu'il n'a plus envie, tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus le désir, dès qu'il n'y a plus le bonheur de faire, ça sert à rien de continuer. Et je crois que c'est vraiment une façon, une grande leçon du cinéma français, que le cinéma français devrait retenir. Parce que moi, j'ai la sensation, j'en reparlerai à propos d'Avi Herzi, mais sans spoiler, mais j'ai quand même l'impression que les films aujourd'hui, et je pense que c'était le cas à l'époque, dans les années 50, en gros, ce ne sont pas des films qui sont réalisés par des cinéastes, ce sont des films qui sont réalisés par des directeurs de prod et des assistants réels, et qu'on leur demande de remplir un cahier des charges. Ils ont un emploi du temps, ils ont un planning, et ils ont tant de plans à taper dans la journée, font leur plan, et à un moment où ils ont plus la capacité, je crois, de réfléchir, de créer, d'inventer sur le moment. Et les grands cinéastes français, c'est précisément ces cinéastes qui ont eu cette capacité d'invention spontanée. Peut-être parce que les Français sont un peu plus paresseux que les Américains. Et c'est voilà. toute la question du plan de travail. Pardon, c'est le mot qui. Oui, le plan de travail. C'est vraiment ce mot odieux qui a foutu en l'air les tournages. Le plan de travail. Ouais, c'est le mot qui m'échappait. J'ai dit planning, mais je crois que c'est ça. C'est vraiment le côté plan de travail, c'est-à-dire on remplit le plan de travail, on a les cases, on a le nombre de plans à faire et on les fait. Et à un moment, c'est un fichier Excel. Et on n'a pas tellement le choix parce que on a tant de jours de tournage, on a un scénario qu'il faut raconter. Et je crois que les vrais très grands cinéastes français, que ce soit Renoir, que ce soit Piala, que ce soit Godard, finalement sont des gens qui, à un moment, foutent le scénario à la poubelle ou foutent le plan de travail à la poubelle. Et ce qui compte, c'est que dans l'instant présent, ils se produisent quelque chose. Et juste un mot pardon sur Piala, très rapidement, mais c'est intéressant. Bien sûr. Piala, par hasard. Mais Hollywood est mort quand même. Mais un truc sur Piala, comme rapidement, c'est que c'est étonnant. Piala qui a... Alors sur Godard, il a toujours été ambivalent. Il aimait bien, mais il n'aimait pas trop le dire. Mais il a loué une fois la paresse de Godard sur les tournages, qui est un des sujets du film de Linklater. Enfin, des sujets. Une des choses qui se passe, c'est-à-dire il n'a pas envie de tourner aujourd'hui, donc il ne tourne pas. Et Piala, qui en a beaucoup reproché d'être paresseux, lui-même se reprochait beaucoup d'être paresseux, a dit un jour un truc du genre Godard avait raison là-dessus, c'est bien la paresse, parce que quand on tourne sans avoir envie de tourner et qu'on avait la flemme et qu'on a tourné quand même, on fait des mauvaises scènes. Oui. Muriel. Moi j'ai revu le film parce que je voulais être sûre d'avoir vu ce que j'avais vu, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce et d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai vu une première fois au cinéma, la deuxième fois je l'ai vu en lien et je me dis c'est fou, je pense que ce truc va être balancé sur Netflix, c'est le premier. Voilà, je dis tu regardes ça sur Netflix, tu t'arrêtes au bout de 15 minutes parce que c'est très lisse en apparence, il y a comme ça une sorte de surface du biopic où tu te dis j'ai déjà vu ça, je sais déjà ce que c'est. Et qui est un peu à l'image de Linklater, c'est-à-dire qui est un cinéaste que moi j'adore parce que c'est un grand auteur qui bande jamais les muscles, qui a pas vraiment de style comme ça apparent, qui expérimente, qui a une sorte d'obsession comme ça de l'apax, du geste qu'il va exécuter une seule fois et puis passer à autre chose. Alors je crois qu'il a fait un premier biopic, Orson Welles, c'est moi que j'ai pas vu, que j'ai très envie de voir. Mais voilà, donc je pense qu'on peut rater le film et je comprends qu'on le rate. Et peut-être que le film s'adresse à très peu de gens, alors je dis pas du tout une élite, mais peut-être qu'il parle de choses qui concernent très peu de gens. Moi ce que je trouve pardon, non, je te laisse terminer, mais moi je pense qu'il s'adresse quand même à beaucoup de monde. non mais je trouve que c'est un film didactique sur l'événement de la modernité. Je trouve qu'on voit à quoi ça tient d'avoir fait un film qui a révolutionné, qui a envoyé balader une certaine forme d'académisme qui précédait, et ça montre comment on fait effectivement, et c'est en étant c'est un geste d'épure en fait. La modernité c'est moins. L'avant-gardisme c'est pas faire des choses compliquées pour montrer qu'on est en train d'expérimenter des terrains inédits. C'est au contraire enlever des choses en trop. Et ça le montre, et je pense au plus grand nombre. Mais il y a une constante chez Linklater, c'est la question du temps. Boyhood et tout ça. Mais ce que je trouve très beau, c'est que le temps, il y a deux façons de le traiter. T'as la façon Christopher Nolan qui nous intéresse pas, et puis t'as la façon Linklater qui est beaucoup plus intéressante parce que c'est pas parce que tu parles du temps que tu vas faire tout le temps des épreuves, des démonstrations de force. Et moi, je pense que c'est un des plus grands cinéastes américains, celui qui m'intéresse le plus. Et donc, il a fait des films sur le temps de l'enfance, sur qu'est-ce que c'est des acteurs qui vieillissent. Et là, c'est le temps mythifié, congelé du biopic. Et pour moi, ce que je trouve très, très beau, c'est sous la surface très lisse de ce biopic qui est techniquement parfait, il y a des frottements, il y a des déplacements, il y a des choses des rencontres qui se font entre des éléments qui n'auraient pas dû se rencontrer.
Et ce que je trouve déjà magnifique, c'est ce cinéaste texan de 65 ans qui réfléchit à qu'est-ce que c'est un premier film, qui arrive dans un pays dont il ne connaît pas la langue et qui réalise un film. Là où c'est souvent casse-gueule, quand un cinéaste débarque en résidence, alors on peut penser à les Kiyoshi Kurosawa, Asghar Farhadi, Woody Allen, il y a toujours un petit effet Google Traduction, un truc qui marche pas. Il n'y a pas eu de rencontre entre le pays et le cinéaste. Et là, il se passe un truc que je trouve complètement dément et qui tient, on en parlait hier en préparant l'émission, sans doute à Michel Halberstadt, qui produit le film, qui, à mon avis, fait l'interface, qui rend le film à ce point... qui mériterait peut-être quasiment d'être Mais qui est à l'origine du projet, non, d'ailleurs? C'est pas elle qui l'a proposé à Linklater? Alors, franchement, je sais pas. Je crois qu'elle a dirigé les acteurs sur le plateau, qu'elle a écrit une bonne partie de dialogue. Enfin, elle a vraiment une et c'est forte... rare, pardon, mais souvent les cinéastes américains, il y a un exemple connu de Tarantino dans son film sur la Seconde Guerre. En général, les acteurs français dirigés par des Américains qui, à l'oreille, ne reconnaissent pas, jouent comme des patates. Et là, c'est étonnant parce qu'ils sont bons tous, quoi. Je me souviens de Mélanie Laurent qui dit détruire par le feu. Oui, bien sûr. Détruire par le feu. C'était pire que le Arrivederci de Brad Pitt. Et du coup, donc déjà, moi, je me suis pris vraiment, le mec fout une claque à tout le cinéma français parce que moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des acteurs français jouer aussi bien. Et s'amuser, ça se sent, quoi. Et s'amuser. Et donc, voilà, premier frottement cinéaste texan à Paris. Deuxième frottement que je trouve mais absolument somptueux et qui suffit à faire le film, c'est-à-dire de prendre le biopic. Biopic, c'est quoi? C'est prendre des stars pour jouer des stars. Et lui, il prend des gens qu'on ne connaît pas pour jouer des stars. Et donc, dans le plan, tu as le mélange de technicité américaine et cette force vive du cinéma qui fait tourner le cinéma français, qui est l'amateurisme, ou en tout cas les visages profanes, on va dire, qui sont tous absolument somptueux. Et il y a ces visages portraits comme ça dans le film où tous les personnages nous sont présentés. Et donc, tu as l'acteur qui joue Chabrol, l'actrice qui joue Juliette Gréco, Jane Seberg, mais aussi, et c'est ça qui est très beau, une sorte d'équivalence entre les stars et les gens moins connus. C'est-à-dire qu'ils te présentent des gens que tu ne connais pas. Et présentent des gens qui ne parlent pas dans le film. Ouais. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment... Il faut dire comment il les présente. Ouais. Il y a quand même un truc pour les gens qui n'ont pas vu le film qui est magnifique, c'est qu'au début, et c'est là où on peut avoir l'impression fausse que c'est vraiment un biopic lourdingue, ce dont on a l'habitude, c'est qu'en fait, les personnages, les stars d'abord, donc Godard, Chabrol, toute la nouvelle vague, en fait, leurs noms sont affichés sur l'image, en sorte que chacun, quand il apparaît, ressemble à une sorte de vignette, et c'est vraiment... ce que je trouve adorable là-dedans, parce que c'est un cinéaste assez adorable, c'est qu'il y a vraiment un côté vignette de baseball collectionné par un gamin américain, quoi. Ouais. Et donc, ils sont là les uns après les autres. Et je finis juste là-dessus, pardon, c'est personne n'est oublié. Ou presque. Par exemple, un truc tout bête, mais la nouvelle vague, c'était de fait un truc de mec. Mais il y avait Suzanne Schiffman, que personne connaît. Suzanne Schiffman, elle fait partie de la bande qui est nommée au début, et on la voit, elle a un vrai rôle. Et elle parle un peu. Et elle parle pas mal. Incroyable, on savait pas. C'est pas le test de Bechdel, c'est presque ça. Et à la fin, il y a un truc qui est génial aussi, c'est que le film est concentré sur le tournage. Il y a presque un gag structurel là-dessus, c'est qu'on sait tous que Godard, c'est le montage avant tout. Et en fait, le montage, on arrive à la fin, c'est le montage, il reste 2 minutes de film, on sait qu'il va pas le traiter, il le traite pas, mais on avait presque oublié le principe des cartons avec les noms, enfin des noms. Il y a les 2 monteuses. Ouais. Et ça finit quasiment là-dessus. Mais moi je trouve que ce geste-là de tous les mettre, c'est-à-dire que vraiment d'avoir dépensé une partie de son budget pour faire un casting, pour aller chercher des gens qui ressemblent à des gens que personne ne connaît, pour pouvoir faire un plan où lui, qui connaît ses têtes, il a quand même voulu des gens ressemblants, a envie d'avoir un peu une vignette vivante. Il y a un truc de basinisme hollywoodien dégénéré en fait. Mais c'est hyper beau, c'est-à-dire je veux un masque mortuaire qui n'a aucun sens parce que c'est un acteur que je suis allé chercher. C'est insupportable ce principe. Ouais. Mais sauf que là il y a parce que qu'est-ce qui est très beau, c'est qu'en fait, c'est toute cette question du frottement. C'est-à-dire que t'as la vie et la mort dans le plan. En fait, t'as Linklater qui regarde des acteurs, qui vraiment regarde des jeunes acteurs. Et moi, je vois ça. J'adore être là en train de filmer ces jeunes acteurs qui vont peut-être pour la plupart pas faire de cinéma après, ou désolé pour eux, mais voilà. Et en même temps, pas parce qu'il manque de talent. Non, c'est que parce que Marina Foïs et Virginie Efira vont prendre tous les rôles et puis voilà. Ouais. Mais c'est juste et en même temps, t'as ce masque mortuaire, comme tu dis, par-dessus. Cette vitalité du casting. Et là où le biopic est une forme funèbre, morte, c'est-à-dire que c'est du plâtre sur du plâtre, c'est du Marina Foïs qui, désolée, après j'arrête avec elle, qui joue Simone Signoret, on fait tout pour que ça ne vit pas. Et là, on sent que son obsession, c'est comment tu fais cohabiter des choses qui n'ont jamais été mises en commun, c'est-à-dire le cinéma américain, la technicité, l'amateurisme, le passé et le présent. Et à ce titre, pour moi, c'est vraiment un film
film théorique sur le biopic à tout point de vue. Et là, en fait, ce qui lui permet, je pense, d'éviter complètement l'écueil habituel du biopic. D'ailleurs, il y a un truc qu'il dit très bien, c'est qu'à la fin, il y a une espèce de cliché qui est devenu courant dans le biopic maintenant, dans le film historique comme ça, c'est qu'à la fin, on voit des images des vrais personnages qui sont représentés, et il y a cette espèce d'effet miroir entre l'acteur qui le jouait, voilà. Et on n'en peut plus, on voit ça dans tous les films. Et à la fin, ce qui est génial, c'est qu'il en arrive un générique, où si je me souviens bien, en fait, c'est comme s'il faisait la même chose, mais ce sont toujours les acteurs du film. C'est hyper beau. Ouais. Oui. Et je pense que, pardon, je finis juste là-dessus, Stratis, il y a un truc. Moi, je suis longtemps passé à côté de Linklater, et je me souviens parce que toi, tu m'as sans vouloir forcément me convaincre, mais j'ai souvent été étonné que t'aimes autant. Je comprenais pas. Et je commence à comprendre en fait quel grand cinéaste. Ouais, t'as raison, mais quel grand cinéaste. Non, mais parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça se voit pas, parce qu'ils s'en vendent pas, parce qu'il a autre chose à faire. Et Il sait que les chefs-d'œuvre sont plus possibles. Il se tient je pense toujours un qu'il se peu en pose dessous. même pas ce genre de Oui, questions. c'est ça. Et c'est ça qui Il se tient un peu toujours en dessous du chef-d'œuvre, mais en même temps, c'est très bizarre. Il cherche pas le chef-d'œuvre, Ouais. et en ne le cherchant pas, il l'attend assez souvent. En fait, il a ce truc qui se voit de loin dans ses films, et souvent dans le sujet de ses films sur la jeunesse. Bref, il y a un truc très cool chez lui, très cool américain, et qui fait des films aimables, mais vraiment dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on peut que les aimer parce qu'ils sont joyeux, parce que tout ce que disait Stratis très bien sur le film, mais aimables au sens où ce sont des films qui ont une grande courtoisie, je trouve, avec leur sujet, avec les acteurs, avec le spectateur. Et attends, pardon, je finis juste là-dessus. J'ai très envie de parler Stratis. On te réinvitera. Non, c'est que j'ai vu un bout d'interview, ça devait être une avant-première du film, et il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est que en fait, ce qui permet au film de ne pas être le musée Grévin habituel, c'est que le film n'est pas du tout figé dans son idolâtrie de son sujet. C'est-à-dire que Linklater, on sent qu'il aime Godard, contrairement à Hazanavicius, qu'il déteste. C'est pour ça que le film était ignoble. C'est vraiment un film qui se vengeait du fait que Godard a été autre chose qu'un publicitaire, et qui dit non, voilà, parce que le seul Godard que comprenait Hazanavicius, c'est le Godard qui faisait de la pub dans Je ses serai premiers jamais films. Godard, donc je vais le défoncer. Donc je vais le défoncer. Vraiment, le film était ignoble. Bref. Donc là, ce qui est beau, c'est que c'est pas non plus complètement l'inverse. Il l'aime pas autant que l'autre le détestait. En fait, il l'aime, mais il disait donc dans ce bout d'interview, ce truc génial, parce que c'est vrai, il disait Godard, bon. En fait, il a quand même dit plein de conneries. Ce qui est osé, parce qu'il pourrait être dans une déférence typiquement américaine de type qui comprend pas les aphorismes de Godard comme tout le monde, parce qu'en fait, le secret, c'est que ça veut pas toujours dire grand-chose, mais que c'est magnifique parce que c'est de la poésie, c'est du montage. Quand Godard fait... C'est pas une idée, Godard, en général. Il fait se rencontrer deux idées, et puis ça produit un truc ou pas, et c'est de la poésie. Bon. C'est l'image assez connue, je crois, de Bourdieu dans un film de Pierre Carl, qui reçoit une lettre de Godard, et Bourdieu, qui était le type le plus intelligent du monde, il comprend rien, parce que c'est de la poésie, et ça raconte vraiment un truc. Bref. Et donc, Linklater a ce truc-là qui est pas du tout méprisant non plus, mais qui dit, Godard dit des conneries, mais... Et grosso modo, il dit un truc peut-être un peu approchant du résumé que je fais là. Et en fait, ça se sent dans le film. C'est-à-dire, il le regarde avec un amour qui est lavé d'avance de toute forme d'idolâtrie. Et il n'y a rien de pire que l'idolâtrie. C'est vraiment l'ingrédient le pire pour un biopic. Ouais, il a mes idées dans le film. Et c'est un film qui n'est pas idolâtre. Et à la limite, ce qu'on sent pendant le film, c'est un amour. Il est plus préoccupé par l'amour qu'il a pour les visages de ses acteurs que pour ces vignettes Panini, parce qu'en même temps, c'est ça qui, justement, c'est qu'il y a un truc enfantin, en fait. Il fait sa petite figurine Godard, sa petite figurine, quand il défile les uns après les autres au début, c'est hilarant, même. C'est quand on les voit, et Chabrol, et machin, et Pierre Rissian, qui a un rôle, bon, on va pas développer, mais les cinéphiles connaissent un peu le rôle de Pierre Rissian et tout. C'est un personnage burlesque dans le film, il est extraordinaire. Il y a Michel Mourlet, enfin, la collection de vignettes de nerds cinéphiles est complète, et en même temps, c'est jamais figé dans la naphtaline, quoi. Oui, c'est jamais figé, parce que je crois qu'il y a une tension, je voulais revenir un peu sur ce que disait Muriel par rapport à Linklater, il y a une tension dans le cinéma de Linklater entre quelque chose de très conceptuel. Tous ces films s'appuient sur des concepts très forts. Ça pourrait être des high concepts, mais ce serait complètement nul. Et en même temps, les films sont toujours des films modestes. Et finalement, ce qui intéresse Linklater, c'est pas le concept lui-même. Le concept, c'est un prétexte pour aller filmer finalement de la matière humaine, de la vie. Enfin, si Boyhood, c'est un film si beau, c'est précisément parce qu'on voit grandir ce garçon et le voir se mettre en danger dans l'adolescence et finalement surmonter ça et devenir un adulte peut-être accompli en tout cas. Et vieillir les acteurs aussi. Et vieillir les acteurs. Et vieillir les Donc acteurs à la mort. Il tourne actuellement un Boyhood encore plus ambitieux, Ouais, adapté de sur- Sondheim, là, qui va prendre Mais 30 ans. et puis moi, même ce qu'il fait avec Ethan Hawke depuis tant d'années, je veux dire, c'est devenu lui, Ouais. c'est quelqu'un qu'on voit vieillir à l'écran dans ses films. C'est Ils carrément sont aimables pareil, je trouve, tous les deux. Ils sont vraiment au et miroir. Il est ouais. magnifique, c'est-à-dire que Ethan Hawke, même dans Boyhood, voilà, qu'est-ce que c'est que la paternité, qu'est-ce que c'est que transmettre. Et pour moi, il y a quelque chose sur la transmission, et c'est ça ce dont je voulais parler. Pour moi, il y a quelque chose de très beau, c'est que Godard lui a transmis quelque chose et il nous transmet quelque chose de lui à travers Godard. Et pour moi, le film, c'est aussi un film sur la transmission à l'intérieur du film lui-même. C'est-à-dire que ce que je trouve très beau, c'est
c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans le film qui comprennent pas du tout ce que veut faire Godard et que peut-être Godard lui-même ne sait pas d'ailleurs, et très probablement il sait pas du tout ce qu'il veut faire lui-même. Il sait juste qu'il veut faire autrement et qu'il va bien falloir qu'il l'invente sur place. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui résistent. Alors le premier qui arrête de résister, c'est Rician, et on comprend qu'à un moment il se dit ah mais je sais ce qu'il veut faire. Et il y a cette fameuse scène où il dit attendez 2 minutes pour tourner le plan, et on tourne le plan et c'est un vrai gosse. Soudain Rician devient un vrai gamin comme Godard et il a compris. Et il y a la scène avec Bresson. Et ensuite il y a la scène avec la script qui comprend alors que c'est celle qui résiste le plus. Et à la fin il y a la sublime scène avec Gene Seberg qui à son tour comprend ce que veut faire Godard et qui d'un coup improvise le plan final. Le regard de Gene Seberg sur le tournage et c'est très très beau. Et je trouve ça magnifique cette façon dont finalement il contamine le reste de l'équipe. Ouais, et puis le film doit pour tout le monde, pour ses personnages et pour son spectateur, accoucher de la révélation de la modernité. Et à la fin, on a compris. Qu'est-ce que on a un éclat. Il y a Godard. On n'a pas assez de caméra. On n'a pas assez de caméra. Cette unanimisme, c'est pas possible. Prends le micro de Swan. Non, mais... Le téléphone sonne. Allez. C'était un peu trop là. Je vous entendais de l'autre côté là, du bureau. Ça m'a paru un petit peu trop votre histoire. Non mais c'est un antibiopique, on est d'accord, mais pas au sens de Todd Haynes avec Dylan, au sens où le biopic aujourd'hui, sa formule classique, c'est d'aller chercher le petit secret noir chez les personnages et tout ça, et il joue pas du tout là-dessus. Le problème, c'est qu'il veut filmer un contre-champ quand même à ce tournage de À bout de souffle. Parce qu'il y a un côté Radio Londres avec le micro qui me fait flipper. Ça me dénonce pas, s'il te plaît. Et ce contre-champ qui serait le réel, voilà. Et ben moi je le vois pas. Il y a pas de dialectique du négatif. Tout marche, tout opère sur le charme dans le film. Tout. Qu'est-ce que tu dis, Stratis ? Non, mais on est d'accord que tout opère sur le charme. Vous avez été charmé. On est tous subjugués, en fait. Et tous les personnages sont subjugués. Et le seul petit moment où il y a du négatif, c'est quand il fait le croche-patte à Georges de Borgard. Il se barre. Sauf que c'est rattrapé par la scène à la fin où il dit « Je n'aurais pas pu être produit par quelqu'un qui n'est pas mon ami ». Et donc, il y a une sorte de charme général et il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a qu'une sorte de charme général. Or, dans le réel, il y a du travail. Et dans À bout de souffle, il y a eu du travail. Non, mais c'est vrai qu'il a une idée d'un tournage comme un lieu pas pacifié, mais en fait, je pense qu'il est tellement sur. Comment dire ? On va revendre. Il y a tellement un truc caméras, sur le collectif. En fait, tu vois tellement que c'est un chic type que le film est le film d'un chic type. Et c'est peut-être ça qui est un peu dérangeant. Mais ça me dérange. Ça me dérange profondément. Non, mais ça soulève un truc. Mais t'énerve pas. Ça soulève un truc. Il y a que de l'amour. Ici Londres. Non, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, pour moi, il y a deux choses enfin, il y a une seule chose, mais qui concerne deux personnages qui ne marchent pas dans le film et qui ne peut pas marcher parce que le vœu du film, c'est de montrer de la joie dans un tournage. En fait, ce qui ne marche pas, c'est la représentation des doutes et de l'agacement de Borgard et même de Gene Seberg. Le principe est beau, je suis d'accord avec toi, Muriel, mais en fait, quand elle a des doutes, moi, il y a 2-3 fois dans le film, je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait presque qu'il manque une scène, puisque 2 plans avant, elle avait l'air d'être bien avec Godard, et 2 plans après, elle est en train de se plaindre à son mec dans sa chambre d'hôtel, elle dit qu'elle veut quitter le tournage. Et en fait, mais ça, je trouve ça assez charmant, parce que j'adore le film, c'est qu'on sent vraiment que l'éditeur, finalement, n'arrive pas à représenter ça, et il est obligé, comme tu disais, à la fin, en fait, ils sont tous, c'est ça le mouvement du film, donc c'est pas grave du tout que ça marche pas. Mais c'est des scènes où on est censé être convaincu qu'elle est énervée et tout, et en fait, alors ça marche pas du tout. Oui, ça marche pas du tout, parce que le programme, c'est le charme et la subjugation, et donc dès qu'il y a du négatif, non, c'est vrai que j'aime pas trop ça. Bon, allez, je vous embête pas plus. Merci d'avoir accueilli la résistance. Pour répondre à Guillaume, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc, c'est un détail, mais Seberg revient d'un tournage de Preminger, qui est vraiment le pire. Oui. Et en fait, Linklater aussi, à un moment, il dit voilà, le tournage, ça va être de l'anti-Preminger, c'est-à-dire personne ne va souffrir. Et c'est ça que je trouve très beau dans le film aussi, c'est que moi, le regard de Varda et de Truffaut sortir du Champeau, qui donne des conseils, cet éloge comme ça de l'amitié, mais vraiment très, très pudique et très beau. Et c'est vrai qu'il est là pour dire un tournage, c'est... il y a un double mouvement. C'est à la fois Godard qui prend l'énergie des autres, qui prend l'énergie de Rossellini, qui prend l'énergie de Bresson. Coutard, qu'est-ce qu'il est beau le personnage de Coutard. Et en même temps, c'est quelqu'un qui prend l'énergie des autres et en même temps qui fait en sorte que les autres libèrent leur énergie. Il y a un double mouvement dans le film que je trouve très beau. Mais en effet, pour aller dans le sens de Guillaume, c'est l'idée d'un tournage selon Linklater. Et très certainement que les tournages de Linklater... Mais c'est un art poétique, le film. C'est qu'est-ce que ça doit être qu'un tournage de cinéma. C'est un moment de joie, de bonheur collectif. Oui, alors c'est peut-être une utopie. Mais après tout, on a peut-être... C'est mieux qu'un biopic, du coup. Oui. Au risque de vous laisser grossièrement en déduire que c'était mieux avant, je vous propose de passer au cinéma d'aujourd'hui. C'est moi la rage de l'entourage, mon étiquette
La petite dernière est tirée du récit autobiographique homonyme publié en 2020 par Fatima Das et nous décrit donc l'entrée dans sa vie de jeune adulte d'une musulmane très pieuse mais qui se sait attirée fortement, exclusivement par les femmes et doit donc tâcher de résoudre cette crise spirituelle tout en avançant à tâtons dans ses premières expériences lesbiennes. Afia Herzi, après 2 premiers films remarqués, et non pas un comme tu me l'as aimablement fait remarquer Stratis en début d'émission, et bien sûr une première carrière d'actrice, passe donc en voie d'intronisation dans le cheptel de la procession avec ce second film plus ambitieux qui est une sorte de commande, le livre lui ayant été je crois proposé par son producteur ou peut-être son agent, j'ai pas retrouvé ça, et qui lui a valu donc en mai dernier une Queer Palm au Festival de Cannes. Alors Muriel Joudet, est-ce que c'est vraiment le récit d'une émancipation ou alors le contraire ou alors les deux? Non, pour moi c'est la cargaison annuelle de naturalisme cannois. C'est-à-dire des films qui pourraient être tournés par un peu n'importe qui ou Stéphane Brisé alors même s'il y a des modulations, c'est pas la peine comme disait l'autre. C'est ça, ou les sœurs On va Coulin arrêter de citer Piala. enfin voilà, il y a une liste J'en ai comme une sur ça, Biglo aussi, hein. il y a Pardon. je vais dire la version méchante de ce que, et mettre de côté les modulations, mais il y a une liste comme ça de cinéastes qui auraient pu tourner exactement le même film. Donc c'est la cargaison. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça marche toujours autant sur le public. Et qu'est-ce que c'est que ce naturalisme cannois? Je le définirais par 2 trucs. Premier truc, c'est ce que dit Herzi. J'aime pas quand ça fait film. De fait, c'est pas un film. Et le deuxième truc, c'est-à-dire, et ce que j'entendais aussi, je crois que c'est le mec d'Alert Libre de Mediapart qui disait, ça fait documentaire. Et t'es là, mais c'est pas possible de dire encore ça en 2025, ça fait documentaire. Mais bon, bref, c'est de l'anti-cinéma. Et le deuxième truc pour définir ce naturalisme, cannois ou pas, c'est de dire en gros, personnage qui encaisse, et qui encaisse tellement qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une sorte d'émancipation. Voilà, je vous laisse faire la liste de tous les films qui correspondent à ce truc-là. Et après, ce naturalisme, c'est une sorte de logiciel par défaut. C'est-à-dire, quand on ne fait pas un film, on fait ce genre de film. Quand on n'a pas de regard, on fait ce genre de film. Et c'est une sorte comme ça de forme prête à l'emploi dans laquelle vont s'insérer en gros tous les marginaux, tous les frics qu'on veut présenter au public, en gros des gens qui regardent Quotidien ou du public RSS, c'est-à-dire tu vas mettre un gilet jaune, tu vas mettre un personnage trans, tu vas mettre un migrant dans le hachoir du naturalisme et il va te ressortir sous la forme d'un film d'émancipation. Je peux citer les films, mais je me souviens d'un film. Il y avait ce film plus de violence. Ouais, non, mais ce film avec. Le migrant dans le hachoir, c'est quel film? J'ai acheté un hachoir récemment, donc je pense que ça vaut bien. Voilà. On tourne le jour d'Halloween. Oui, exactement. Non, mais t'avais ce film avec. Un petit effet sonore au montage après. Arrête de réclamer des trucs comme ça. Typiquement, t'avais ce film des sœurs Coulin sur un mec qui devenait militant FN avec bien sûr. Vincent Lindon. T'avais un film avec Noémie Merlan qui jouait un homme trans. Tu l'avais préparé la liste, fais pas semblant. Non, franchement, j'en ai pas préparé assez, mais je peux te la. Bah oui, j'ai préparé l'émission globalement. Bon, bref, voilà. Donc voilà. Je donc, bosse, c'est une sorte comme ça de forme par défaut qui aseptise et qui rend présentable et qui rend mainstream des corps étrangers, les corps étrangers du cinéma français. Et là, on a une sorte de monstre pour le cinéma français, qui est cette jeune femme musulmane pratiquante et lesbienne, qui va être comme ça intronisée, qui va devenir un corps que va absorber le cinéma français grâce à Zerzi, mais grâce aussi à un système qui est derrière elle et qui fait que le film ressemble à tous les autres. Moi, ce qui me gêne, première chose, c'est à quel point elle a réussi à faire un film doudou avec un film qui pourtant comporte que des sujets, mais qui sont ça pourrait être House of Dynamite, le titre, tu vois, du film. C'est vraiment t'as l'islam, t'as la mutinerie versus l'imam, t'as la bourgeoisie parisienne versus la banlieue, t'as vraiment tout ce qui fait mal aujourd'hui, toutes les obsessions françaises, et elle arrive à te faire un film câlin. Pourquoi elle fait un film câlin? Parce que elle ne fait pas de cinéma, je reviens sur cette idée, elle ne fait pas de cinéma et elle fait un truc qui psychanalytiquement est passionnant. C'est que le film est obsédé par la vie d'Adèle, de Keshish et par Keshish. C'est-à-dire que je sais qu'il ne faut pas ramener les actrices au réalisateur qui le représente le plus. Mais faisons-le. Parce que le film reprend 1 milliard de scènes de la vie d'Adèle, reprend le principe de la vie d'Adèle, la gay pride, la pride, les spaghettis qu'on mange la bouche ouverte avec les bruitages très forts. Il est vraiment obsédé par la vie d'Adèle, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, Herzi ?
elle corrige Keshish, c'est-à-dire elle dit en gros, Elle refait du elle naturalisme. dit là où Keshish a mis du cinéma, moi je vais pas en mettre. Ouais. Là où ça fait mal, là où la mise en scène est un acte de violence, et ben moi je vais pas violenter le spectateur. Et donc quand il s'agit de trancher, c'est-à-dire alors c'est l'imam ou la mutinerie, c'est les bourgeois ou c'est les cassos de banlieue, elle ne tranche pas. Pourquoi elle ne tranche pas ? Parce qu'elle ne fait pas de cinéma. Alors que dans l'idéal, donc je me suis dit, le film, ça devrait être le mix parfait, avec un sujet comme ça, entre Adévitch de Bruno Dumont et La vie d'Adèle. C'est-à-dire que tu fais un truc où la meuf... le point commun entre la découverte de l'homosexualité et la religion, c'est la transgression. C'est-à-dire qu'elle devrait presque être excitée de transgresser une interdiction. Et c'est presque un film scorsésien, tu vois, c'est presque les premiers Scorsese. Attends, en t'écoutant dire ça, pardon. Bref, c'est du feu, c'est de la dynamite, et le film arrive à être vraiment une sorte de gros Des plaid. Je rebondis juste direct parce que ce que tu dis Paracétamol. soudain me rappelle un point de montage qui est frappant là-dessus. Sur le fait qu'en fait ça ne communique pas entre les deux sujets. Alors que censé être l'idée, comme tu dis, normalement il y a un frottement, il y a une vibration entre elle est lesbienne et elle est musulmane dans une famille pas hyper traditionnelle, mais enfin suffisamment pour que ce soit un problème qu'elle soit lesbienne et qu'elle... Et il y a un moment où il y a une scène où elle est en train de tomber amoureuse d'une fille et où on a l'impression qu'elle commence à accepter un tout petit peu et à se dire ça va être ma vie, etc. Et puis ça coupe. Et juste après, elle a le voile, elle regarde à la fenêtre, alors qu'on l'a pas vue avec le voile une seule fois depuis le début du film et que rien dans le film nous a dit elle est pratiquante. Et soudain, et limite, on entend le muezzin derrière. Enfin, il y a vraiment un truc, mais grotesque de les deux sujets, les deux motifs sont dos à dos, mais littéralement. Et on a l'impression qu'elle est convaincue, en plus, avec ce point de montage, qu'elle les fait communiquer. C'est l'inverse. Ils sont dos à dos et il y a un mur entre les deux. Il y a une grosse peur du cinéma. Dans Et le moi, film, il y a un truc, il y a une peur du cinéma. de toute façon, il y a une peur du cinéma et c'est pour finir sur le naturalisme merdique qui a foutu en l'air le cinéma J'avais dit français. Calma. Celui dont tu parlais tout à l'heure, c'est moi ça m'a déprimé parce qu'Aviardi, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, quand elle a été révélée au cinéma, c'est une révélation, c'était merveilleux, là, une actrice. Le seul truc que je sauverais dans le film, c'est qu'il y a un truc un peu intéressant avec les seconds rôles, et je pense que c'est pas innocent parce que c'est toujours intéressant les acteurs qui se mettent à faire des films. Je vois est-ce que c'est des films d'acteurs ou pas. C'est le seul truc qu'elle sait faire un petit peu dans le film, c'est il y a des seconds rôles un peu vivants. Et en fait, c'est ce qu'elle a toujours été, parce que même quand elle même dans le Keshish qu'il a révélé, etc., La Graine c'est et pas le Mulet. vraiment le premier rôle dans La Graine et le Mulet qui est magnifique. Elle a toujours été un peu second rôle. Son plus beau rôle, pour moi, c'est chez Guiraudy, dans Le Roi de l'Évasion, où elle débarque de nulle part. Elle est complètement mais exotique à un point fou par rapport au milieu du film, etc. Et elle est extraordinaire. Bref, il y a ce truc à sauver. Mais à part ça, ce qui m'a frappé, moi, devant le film, qui m'a vraiment fait de la peine, parce que je me suis dit, merde, c'est vraiment... On a convaincu les gens que c'était ça le cinéma français, donc une jeune actrice qui est douée, qui a peut-être pas grandi cinéphile et qui soudain se met à faire des films, c'est ça qu'elle fait. J'ai pas vu les deux précédents, mais elle fait ça parce que c'est ce qui est censé être un film aujourd'hui, et c'est navrant. Ce que je me suis dit, ça m'a rappelé un mot atroce de Céline Sciamma, que j'aime beaucoup, au moment où elle a fait Bande de filles, qui pour moi est un des films les plus ignobles de ce registre-là, qui est vraiment un film colonialiste atroce. C'est qu'elle disait justement, elle était très fière de dire, je me suis appuyée sur l'expertise de mes comédiennes, qui étaient donc de vraies jeunes noires de banlieue qu'elle avait trouvées, en tout cas qu'un directeur de casting était parti lui trouver en safari en banlieue. Bon. Et c'était ignoble qu'elle dise ça, le côté expertise. Et ce film-là, le film d'Averdi, m'a fait me dire un truc, c'est que j'y allais en me disant, tiens, le sujet, le contexte et tout ne peut pas faire penser à Philippe Faucon, qui avait plutôt des beaux films avec des sujets proches de ça. Des jeunes femmes issues de l'immigration maghrébine, prises entre tradition, modernité, machin. Bon. Et, enfin, pardon. Non, mais... C'est le cinéma japonais, attention. Entre tradition musulmane et modernité française, voilà. Et je me suis dit, justement, si Sciamma avait raison avec son truc, finalement, on devrait avoir un film plus juste quand c'est Aviardi qui le fait et qui, de fait, doit connaître un tout petit peu mieux ce que c'est qu'un foyer avec une maman algérienne, etc., que Philippe Faucon, qui est un cinéaste blanc. Eh ben non. Et c'est là où on voit ce que c'est que le cinéma, Philippe justement. Faucon C'est que... C'est donner des gages au et public. moitié algérien. Je sais bien, mais c'est pas une femme. C'est une Sciamma aussi. Il est loin d'avoir été une adolescente. Oui. Donc c'est tout con. Mais Ouais. encore une fois, en partant de cette formule complètement con de l'expertise, si on prend le truc terme à terme, et ben Aviardi a plus d'expertise que Philippe Faucon. Et ben résultat, ses plans dans la famille musulmane, ce sont des clichés absolument terribles. C'est horrible. Et c'est là où on voit ce que c'est que le cinéma. Le cinéma, c'est pas de l'expertise documentaire. Le cinéma, c'est autre C'est chose. encore pire que ça. C'est que le seul acte homophobe du film et la seule parole raciste, c'est Fatima qui les dit. Oui, c'est vrai en plus. Dans le film, c'est hallucinant de ce degré de. En fait, c'est comment tu
comment en fait devenir cinéaste respectable, c'est donner des gages à ton public qui va être quand même rassuré sur la question de qui va pour l'onction l'islam, morale et voilà, de, c'est ça. c'est- Et le c'est- film c'est- te rassure. Puis c'est vraiment double bonus, C'est ça. c'est-à-dire à la Il y fois a t'es lavé de ton la racisme parole à et t'es lavé de ton neutralité. homophobie. Ouais, quoi. c'est ça. C'est horrible que le seul truc homophobe et raciste appartienne. Bon, bref. La Bon, parole à après, neutralité. c'est dans une séquence où elle est renvoyée à son homosexualité et ça la bouleverse de se découvrir homosexuel dans le regard de l'autre. Mais effectivement, c'est la seule personne qui a une phrase homophobe ou raciste. L'imam, il est. C'est pas clair. C'est pas clair. Elle ose pas. Pour revenir à Elle ose l'imam, il y a ce truc quand même très très faux de la scène avec l'imam où soudain elle va voir l'imam alors qu'en fait elle a simplement une peine de cœur et c'est une jeune fille qui vit son premier chagrin d'amour et le film confond le chagrin d'amour et la question de l'identité religieuse et de la croyance. Et Chagrin d'amour, c'est la vie d'Adèle. Oui, évidemment, tout simplement, c'est simplement un chagrin d'amour. Et on voit bien qu'elle vit son premier grand chagrin d'amour et qu'elle en est bouleversée, comme c'est normal. Et en fait, le film confond la façon de traiter le chagrin d'amour avec, soudain, en plaquant un sujet de société, en plaquant une question ethnico-religieuse qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire qui nous est racontée. Et le problème, il est là, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas en faire un problème, elle ne veut pas faire de la religion un problème, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça n'est un problème, elle continue à prier et à avoir ses histoires de cul, donc tout va très bien pour elle, mais en même temps, il faut bien qu'elle soit tiraillée par quelque chose. Il faut bien qu'il y ait un antagonisme dans le film. Et du coup, elle plaque cet antagonisme qui est absolument artificiel, alors que finalement, elle pourrait très bien vivre cette histoire. La deuxième chose que je vois dans le film et qui me frappe beaucoup, c'est que, évidemment, moi aussi, j'adore Avier Herzi. C'est vraiment une de mes actrices préférées du cinéma français. C'est évident. Hein. Elle resplendit dans les films de Keshish, mais pas que, partout. Elle est arrivée quelque chose et c'est vraiment une actrice, tu l'écrivais récemment, Muriel, mais voilà, qui est justement parce que c'est pas une technicienne du jeu d'acteur que c'est une si grande actrice. Elle est là, elle est une présence. C'est une actrice qui aurait pu jouer dans un film de Godard. C'est typiquement le genre de visage qu'un grand cinéaste a envie de regarder. Donc c'est pour ça qu'elle passe de Keshish à Guédiguian, ce qui était quand même un saut complètement aberrant. Mais Guiraudy. Pardon, j'ai dit quoi, Guédiguian? C'est Marseille. Ça aurait été ça aurait été moins surprenant que de débarquer chez Guiraudy. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, moi, son premier film, Tu mérites un amour. C'est un film qui m'avait transporté. Alors, faudrait que je le revoie, je l'ai pas revu. Et du coup, je suis un peu inquiet de le revoir parce qu'après celui-là, que j'ai vraiment pas du tout aimé non plus, je suis un petit peu circonspect, un petit peu inquiet. Mais il y avait quelque chose d'incroyablement vivant dans le film. Et où on avait vraiment l'impression qu'elle filmait vraiment ces classes populaires du quartier de Belleville comme jamais je les avais vues au cinéma, en fait. C'est les rebeux, les noirs de Belleville, pas les noirs de banlieue, pas les quartiers riches, mais vraiment l'espèce de classe moyenne, comme en fait sont probablement la majorité des immigrés ou des gens d'origine immigrée en France. Et elle arrivait à les rendre vivants, elle filmait ça totalement de l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir été là. Et c'est elle, évidemment, qui jouait le rôle principal. Et évidemment, ça changeait beaucoup de choses. Parce que moi, il me semble que l'actrice qui joue Fatima, qui est très bien, joue comme Avier Herzi, mais c'est pas Avier Herzi. Cette espèce de retenue, de toute façon, elle n'est pas dirigée, de pudeur. C'est le motif de la retenue, parce qu'elle est censée être... Voilà. Tout est du cliché, c'est-à-dire elle est dans l'ombre. Alors, Tu as ton micro. Le film, le film est sauvé à l'image par le chef-op qui est plutôt bon et tout, mais on voit bien le cliché visuel de mise en scène. Elle est dans l'ombre parce qu'elle est dans le secret. J'encaisse. Mais il y a vraiment cette chose où soudain elle filmait tous ces personnages et qui sont tous des stéréotypes dans le film, dans le dernier film dans le dernier, donc la petite dernière, et qui sont tous filmés comme des stéréotypes dans le dernier, et qui n'étaient pas filmés comme des stéréotypes dans le premier. Par exemple, l'arabe gay, là ici c'est un noir, mais c'est pareil, c'est-à-dire tous ces personnages qui appartiennent au monde des classes populaires, évidemment, comme ils appartiennent à tous les mondes, elle les filmait vraiment de l'intérieur. Il y avait une espèce de petite famille de communauté qui existait. Alors que là, ils sortent du kit du cinéma français. Ils sortent tous du kit du cinéma français. Et soudain, la famille Rebeuse, c'est vraiment le pire stéréotype de famille. Et c'est là qu'il y a un truc qui est vraiment. Tu parlais d'antagonisme. Et en fait, alors moi j'ai lu le livre, donc en matière de préparation de l'émission, quand même, je me pose là. Il n'est pas ici normalement. C'est vrai. Non, il est cinéphile. Je vous rassure, il fait moins de 100 pages dans mon souvenir, mais qui était très bien, qui était assez intéressant, assez saisissant. Et sauf que en fait, quelque chose que sur lequel le film ment par rapport au livre, c'est que le truc central du livre, elle n'a pas un problème avec sa famille ou avec son imam. Elle a un problème avec sa foi parce qu'elle est très très pieuse et très très croyante
Et moi, j'ai rarement, voire jamais lu un musulman ou une musulmane me parler avec cette ferveur de sa foi. C'est vraiment la force de ce livre. Et donc, le problème qu'elle a à régler, elle l'a vraiment, c'est une vraie crise spirituelle. Elle est pleinement musulmane et pleinement homosexuelle, et elle voudrait savoir comment, et c'est pas écrit dans le Coran. Et le livre est tendu par ça. Mais pour filmer ça, c'est très difficile, parce que ça se passe dans une tête. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait pour filmer ça ? Eh ben, elle filme un problème avec son imam, ou un problème pour avouer avec sa famille, qui sont un petit peu là dans le livre, mais qui sont quand même une certaine manière de le trahir aussi, en fait. Mais je pense ça exige des ressources de mise en scène quand même, de filmer une crise à l'intérieur d'une tête sans avoir recours à une voix off lourdingue, etc., qui sont pas évidentes. Je dis pas que j'ai la solution, mais je pense qu'effectivement le film rentre dans un truc. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, du coup, j'ai pas lu. Scorsese, c'est ça, c'est Bad Lieutenant. J'ai regardé des interviews de Fatima Das et. Pardon, Bad Lieutenant, c'est pas Scorsese. On s'en fout. De quoi ? Non, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Enfin, Harvey Keitel, en gros. Vous êtes knocking at my door et Bad Lieutenant, en gros, c'est ça. Mais non, le truc, c'est que donc j'ai regardé parce que Fatima Das, en gros, son livre sort, elle fait tous les plateaux, nanani. Et en fait, elle se prend. Ça a été hyper violent pour elle parce qu'en gros, tout le monde a essayé d'entendre dans son livre que c'était l'histoire d'une meuf issue d'une famille musulmane intégriste qui va être sauvée par le milieu lesbien, blanc-bourge, tout ça. Et en fait, elle disait un truc très, très subversif. Elle disait non, moi, mon sujet, il est, comme tu dis, intérieur, c'est. Je suis musulmane et donc l'homosexualité est un péché, mais je suis lesbienne. Donc c'est en fait. Une position intenable, c'est ça qu'aurait dû être le sujet, c'est-à-dire que le conflit, il est complètement intérieur, et Herzi n'arrive pas à le filmer, mais elle fait quand même, et c'est pire, c'est qu'en fait, elle désavoue Fatima Das en allant dans le sens de ce que les médias voulaient faire de Fatima Das, puisque ce qu'on comprend dans le film, c'est que il y a à la fois, et c'est ça que je trouve très très hypocrite de la part de Herzi, c'est qu'il y a un côté 5 minutes pour la mutinerie, 5 minutes pour Clichy-sous-Bois, sauf que quand tu regardes dans le détail, comme tu le disais, c'est que la famille arabe est sociologisée et c'est tout, donc c'est une sorte d'attroupement comme ça qui mange du Nutella, qui cuisine toute la journée, et tous les beaux portraits sont pour Paris. Il y a des beaux portraits comme ça de lesbiennes un peu vampes qui sont très beaux. Donc d'un côté tu as des gens qui sont individualisés, de l'autre tu as des gens qui sont sociologisés, et Herzi te dit quand même, et c'est pour ça que le film est très rassurant, quand même Paris, putain c'est mieux que Clichy-sous-Bois. Le film te le dit très 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 clairement, parce que le film ça a évolué, ça avance quoi. C'est un peu le truc qu'on entend. Voilà, c'est ça. En fait les étrangers, le grand autre du film, c'est la famille, musulmane. Mais par exemple le film n'est pas pour les musulmans. Non, pas du tout. Et en fait, il donne des gages sans cesse à son public. C'est-à-dire qu'il y a un portrait robot du public qui est fait dans le film, qui est très très clair. Et qu'il faut rassurer. Câlin au public blanc, un peu coupable, et qui vient réclamer l'onction. Qui vient voir, oui d'accord, donc en fait, il y a des musulmans qui vont. Et non, après moi, ce que le film aurait dû être. Heureusement que nous sommes là pour sauver les musulmans, parce que c'est ça que raconte le film, plus que ça. Oui. Heureusement que nous, les Français, je croyais lui sur pas nous malheureusement non. Heureusement que nous, les Français. Moi j'étais ok avec ça. Je suis pas contre, mais heureusement que nous les Français sommes là pour pouvoir sauver les musulmans d'eux-mêmes. Parce que c'est ce truc de transfuge, enfin t'es un rescapé. En fait, t'es un rescapé de ta classe. Et qui t'a sauvé, en gros le cinéma français ou Paris. En gros c'est ça, il y a une sorte de, mais c'est un film de rescapé et c'est horrible parce que je pense que Fatima, je comprends pas pourquoi Fatima Das aime le film. Je pense qu'elle est obligée de le défendre. Mais après. Le film est presque c'est un pur truc de pouvoir. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains en France qui ont le pouvoir de dober sur une adaptation. Despentes l'a fait, mais oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et non, après, le film aurait presque pu être un film sur Paris, c'est-à-dire comment la vie que t'offre Paris est vraiment totalement contraste totalement avec là d'où tu viens. Ça, c'est un beau sujet. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire la vie que tu vis à Paris est presque est antinomique, c'est presque schizophrène, la vie que tu as chez toi, dans ta province ou dans ta banlieue, et la vie que tu mènes à Paris. Pour moi, c'est ça le vrai sujet du film. Mais sinon, sinon, clairement, au fond du regard de Herzi, elle chie quand même sur vraiment ce qu'elle fait avec le petit ami de Fatima au début, mais c'est horrible. Dans la cage d'escalier, mais c'est horrible quoi. Non, mais le fait de l'effacer du film à la fin, c'est-à-dire elle l'efface du film, elle va coucher avec lui et après on n'en entend plus parler. Ce sont des personnages qui ont juste des fonctions. Au moins la scène est intéressant dans la scène. Comme le personnage alors c'est un peu too much au bout d'un moment, mais le personnage du pneumologue, alors ça part d'une idée de scénario qui est tellement lourde, le côté elle somatise, elle fait de l'asthme, pitié quoi. Mais c'est le genou le personnage est intéressant, c'est
le. Ouais, mais My Wine, c'est Je mieux. sais ce que tu aimes, toi. Ouais, voilà. Mais non, mais c'est marrant que tu parles de Pour dépente les parce mauvaises que, raisons, pour le coup, comment ça s'appelait le truc de dépente là, Vernon Subutex. Le livre était, moi j'adore pas le livre, mais c'est quand même intéressant comme c'est toujours un peu Despentes qui est intéressant. d'ailleurs Despentes. hautement responsable de la gloire de Fatima Das parce que c'est vraiment elle qui avait mis la lumière sur son livre. Ben, très bien, mais juste, alors j'ai pas lu le livre de Fatima Das, mais c'était quand même intéressant Valence Subutex dans le côté, bah, évidemment ce qu'on aime toujours quand on aime encore Despentes, voilà, mais la série qui était quand même assez grotesque, c'était exactement le même processus de javelisation dont tu parlais tout à l'heure, et c'était la même image de Paris. Et c'est-à-dire que soudain, il y avait vraiment un côté grande farandole avec les clodos, les héroïnomanes, les machins, les trucs. Vraiment la grande farandole de la séance au MK2 Beaubourg. Mais non, plutôt MK2. Ouais, attention. Lequel ? Allez, Quetzal. Ouais, Quetzal, Quai-de-Loire. Non, MK de Beaubourg. Si tu veux. MK de Beaubourg. Mais moi, je pose- moi, je vous Peut-être pose un- jamais allé dans le 19e, simplement. bah, c'est trop loin pour Moi, je pose un Gambetta. Ouais, Est-ce qu'on demande à allez. Guillaume ou... Guillaume Il n'y a personne qui a de Gambetta. Non, personne va mais mais non, il y a un autre C'est truc. bien d'avoir quand même, parce dépensé que de tu parlais de paris pour faire Keshish. 5 minutes de vanne sur les différents MK2 de la capitale. Quand même, ça, c'est très fort, quoi. Big Non, up UGC, Bon, quand même. et sur en cinéma américain, non, ça va quoi. Ouais, juste, Ravi, je ça. voudrais dire un dernier truc Ravi, parce de que dire tu un parlais de dernier. Keshish et tu disais que le film se posait vraiment dans la continuité de Keshish. Il y a quelque chose qui me frappe parce que le film de Keshish a été beaucoup critiqué par la façon dont il avait filmé les scènes de sexe et comme quoi c'était vraiment du male gaze plaqué sur les corps féminins et sur le lesbianisme, etc. Et ce qui est fascinant dans le film de Javier Herzi, c'est à quel point il y a énormément de scènes érotiques et à quel point elle ne dégage aucun érotisme. C'est-à-dire, j'ai rarement vu un film T'as qui juste la filme meuf avec son autant, string, là. qui filme autant de cul dans lequel vraiment il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi elle fait ça. Et c'est vraiment, pour le coup... C'est la pudeur, Stratis. On n'est pas Non, là pour c'est- se rincer l'œil. Ben, c'est pas de la pudeur, justement, malheureusement. Si c'était de la pudeur, j'aurais bien... Il y a une forme de pudeur quand même. Mais je c'est trouve- Non, mais d'autant elle plus, c'est a d'autant la plus flemme de dommage faire que. du cinéma, c'est Moi, pas j'insiste possible, quand même là. sur le seul truc que je sauverais dans le film, qui est le truc du choix des seconds rôles et tout. Je sais pas à quel point elle a été investie là-dedans, mais j'aime bien la scène aussi de la femme un peu plus âgée qu'elle Ouais. rencontre lesbienne dans la voiture. Ouais, c'est la seule scène Le bien. dialogue est consternant de littéralité, mais la scène est intéressante parce que la fille est bien, parce que l'actrice Ouais. est Oui, super. et parce que t'as les scènes de cul dans ta tête. Exactement. Et par ailleurs, là, il y en a une autre. Et on sent qu'elle est regardée parce que vraiment elle est très belle à l'image et on sent que, alors c'est peut-être le chef-op, je sais pas si c'est le chef-op ou Herzi aussi, mais on sent que celui qui a filmé voit qu'elle est belle à l'image, mais belle au sens vraiment de cinégénie. C'est la fille qu'elle rencontre dans un bar, là aussi après une application, Oui. etc. Et donc la fille qui pose comme une espèce de vestale sur le lit et tout ça. La scène est foireuse, mais il se passe un truc quand elle la regarde. En plus, elle la tourne dans un bar lesbien un peu emblématique. Enfin, il y a vraiment un côté comme ça, un Oui, peu c'est le hallucinant. cartoon de la. Ah non, mais c'est pas ça beau du tout. le petit futé du blanc tolérant La à Paris, petite quoi. futée. Bon, Très bonne La chute. petite ouais. dernière. il va être temps pour nous de passer à notre véritable grand sujet dans toutes les émissions, qui est bien sûr la mort et la fin du monde. C'est pour ça que je suis venu, moi. La mort d'Hollywood. C'est pour ça que je te regardais, Jérôme, parce que je comptais sur toi pour le dire. Et le cinéma. Ah, l'Amérique et la mort chez moi. Très bien. Ah, il y en a cette année des histoires de bombes et d'explosions. Il y en a même en triple dose dans le nouveau film de Catherine Bigelow, son premier depuis la sortie de Détroit il y a 7 ans. Triple dose, donc, comme les 3 itérations successives de la même petite demi-heure durant laquelle se déroule A House of Dynamite, entre la détection d'un missile nucléaire et sa possible arrivée à destination sur le sol américain sous l'œil horrifié d'une petite population de militaires et de politiciens tâchant depuis leurs situation rooms respectifs d'empêcher ou à défaut de limiter et déjà d'anticiper les conséquences de cette catastrophe historique imminente. Alors je vais commencer par poser la question qui apparemment tend toute la fanbase très très remontée contre la résolution ou la non-résolution à la fin du film. Jérôme, est-ce que la bombe pète ? Non, ne le dis Je pas. m'en fous. Non, mais. Non mais c'est marrant, littéralement c'est pas du tout un sujet pour moi parce que justement le film est dans la rétention, dans machin. Bon, je fais quoi ? Je parle du coup ? Oui, pardon. Moi j'aime beaucoup Bigelow depuis toujours. Bigelow. T'as dit Bilgo le Hobbit. Big Mais Flo bon, et ouais. Big Flo et Oli. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait 5 minutes là-dessus ou je parle ? Bon.
J'aime beaucoup Catherine Bigelow, qui est une cinéaste étrange et difficile à situer depuis toujours. Ce qui m'a surpris avec ce film-là, c'est que je trouve que c'est peut-être à la fois son film le plus conceptuel, et on sait que c'est une cinéaste, enfin Dieu sait que c'est une cinéaste conceptuelle, on sait quand on s'est intéressé à elle qu'elle vient d'une formation plutôt conceptuelle, d'art contemporain, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui a fait, c'est un cas assez réjouissant et inattendu, des blockbusters, des gros blockbusters virils américains, mais avec un regard à chaque fois discrètement conceptuel. Bref, ce film est extrêmement conceptuel, pour des raisons que je ne vais pas forcément résumer, mais qui sont résumées en 3 lignes sur Allociné, sur la structure, sur le machin, sur... C'est une sorte d'anti-film apocalyptique hollywoodien, justement. Et très étonnamment, parce que c'est ça qui m'a surpris, moi qui aime ces films qui sont en général très cérébraux et donc souvent très froids et très intellectuels, c'est que c'est la première fois, je crois, que je suis ému devant un de ces films. Quand je dis ému, le film est sinistre, c'est vraiment un film qui dit on est tous foutus, mais le film a vraiment soulevé en moi une émotion très très forte, une grande tristesse, et qui est vraiment scandée en plus dans le film par je trouve qu'il y a un truc génial avec la musique qui est tout bête, parce que c'est très minimaliste, il y a vraiment 3 notes qui reviennent de manière lancinante comme ça, et c'est les 3 notes qui nous disent on va mourir. Non mais, je suis désolé, mais c'est ce que dit le film. Le film prend au sérieux, après des décennies d'hollywoodisme distrayant pour dire c'est la fin du monde, mais en fait non, c'est pas la fin du monde, ça va faire une Amérique encore plus soudée, encore meilleure, et on est une plus grande famille. Et là, le film vraiment nous dit avec ces 3 petites notes tout le long, non, on va vraiment mourir, c'est vraiment la fin. Et de toute façon, c'est pas sinistre dans ces films, parce qu'elle-même, elle considère que c'est une trilogie. Merde, comment s'appelait le premier avec les bombes là, Des mineurs, Zero Dark Thirty. Alors, Des mineurs, Zero Dark Thirty, et celui-là, elle considère que c'est une trilogie. C'est sa trilogie un peu journalistique. Alors, Dieu merci, c'est pas justement là, c'est vraiment du cinéma. Mais il y a un truc vraiment très désespéré sur l'Amérique. La fin de Zero Dark Thirty. D'ailleurs, je dis ça, en fait, il y en a un autre que j'oublie, qui est très intéressant et qui a été mal reçu, c'est Détroit, sur les événements de 67 à Détroit, sur les émeutes raciales, enfin la Révolte, ouais. La révolte raciale à Détroit. C'est que déjà la fin de Zero Dark Thirty, c'était quand même le personnage qui incarnait l'Amérique, qui était Jessica Chastain, qui était filmée devant en gros les espèces de lanières de parachute dans l'avion qui ressemblaient à un drapeau américain, et on lui demandait où est-ce qu'elle voulait aller maintenant qu'elle avait enfin tué Ben Laden, qu'elle avait eu son ennemi et donc l'ennemi de l'Amérique, et elle fondait en larmes parce qu'elle ne savait pas où elle voulait aller. Donc Bigelow disait quand même un truc dans un gros film américain qui était l'Amérique est complètement paumée depuis la guerre froide, et ça va être de pire en pire. Détroit, c'était un film d'une violence, je vais pas développer maintenant, mais c'est un film que j'aime beaucoup, d'une violence et d'une noirceur sur le mal, sur la violence des hommes. C'est vraiment un film sur les hommes avec un petit H. Et voilà. Et celui-là, c'est ça qui me surprend. Et encore une fois, quand je dis une émotion, justement, j'ai pas, c'est glaçant comme émotion. Mais ça m'a saisi à quel point le film est triste et désabusé. Et c'est pas du tout l'avis de Stratis et Muriel qui vont pouvoir le développer un petit peu avant que moi, à mon tour, je vienne lui refaire des compliments. Bien organisé. Des câlins. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, putain, il m'a piqué mon développement. Tu dis que j'avais raison, oui. Non, mais justement, et par la conclusion, pas du tout. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Bigelow. C'est son film le plus conceptuel. Il dit Bigelow aussi. Hein. C'est son film le plus conceptuel dans une œuvre qui mêle conceptualisme et blockbuster. Donc je reprends. C'est pas antinomique. Non, justement. Mais et justement, ce film, c'est certainement son film le plus conceptuel, oui. Et c'est pour ça qu'il m'a produit aucune émotion. C'est-à-dire que dès qu'elle essaye de fabriquer de l'émotion... Alors, je vois ce que tu dis quand tu dis ce qu'elle raconte, c'est on est foutu. Oui, pour moi, c'est vraiment un film sur la fin du monde, littéralement. La vraie fin du monde. Elle arrive. Ah bah, chaque scène se finit... Enfin, chaque segment se finit par un noir. Vraiment un carton noir qui nous dit... C'est terminé. Et pour moi, oui, la bombe pète. Enfin, et d'ailleurs, pardon, je prends juste 2 petites secondes parce que c'est exactement ce que tu dis là. Quand tu dis l'émotion et tout, j'allais te reprendre. J'avais envie en disant, justement, non, elle essaie pas de faire de l'émotion, c'est l'émotion latente. En fait, si. Et c'est un truc que j'avais tout le temps. Attends. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est l'émotion que je trouve saisissante chez les personnages, c'est le moment où la peur monte, c'est-à-dire ils sont tous rodés, parce qu'on voit bien que cette espèce de war room, on a l'impression qu'elle ne sert plus à rien depuis la fin de la guerre froide, etc. Et tout le principe, c'est justement, ils sont rodés à faire ça à vide et tout, et puis soudain, c'est en train de devenir réel. Et elle filme sur chacun des visages quasiment, les uns après les autres, il y en a un qui va vomir, le moment où, y compris les plus gradés qui retiennent depuis le début parce qu'ils pensent pas que ça va arriver et qui maîtrisent, et le moment où ils réalisent que c'est la fin du monde. Et je trouve ça sublime dans le film. Ben moi, je trouve pas ça sublime du tout. C'est-à-dire que je n'y crois jamais. C'est-à-dire que je ne vois que de la fabrication scénaristique avec
déjà, je trouve que le montage va tellement vite, c'est-à-dire qu'elle n'arrive jamais à nous inscrire dans la durée. C'est-à-dire sur la question du temps, on parlait du rapport de Linklater au temps. Là, vraiment, j'ai pas du tout la sensation de la durée, c'est-à-dire le temps réel n'existe pas pour moi. C'est-à-dire même si c'est pas tout à fait Justement, probablement pas. C'est comme ça que le film marche. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un Previously on 24. Voilà, un résumé des épisodes précédents de la série 24 heures, sans Jack Bauer qui sauve le monde. Ok. Ça, oui, par rapport à ça, il y a une évolution, mais sinon, je vois vraiment qu'un épisode des épisodes précédents, un résumé des épisodes précédents, pardon, et je rentre jamais dans les situations. Et je vois les trucs de le petit dinosaure dans la chaussure, voir comment. Ça, c'est un peu lourd. Ça, c'est un peu lourd. Non, mais c'est pas que ça, Non, il y en mais a ça- tout le temps. mais elle a toujours Il y en ce a truc un un peu autre lourdingue, avec, par moment, c'est pas grave, il ça. ouvre le truc avec la photo de ses enfants, il appelle sa femme pour lui dire va-t'en. Oui, Et mais je regarde. vois tous ces petits trucs, mais comme je ne connais pas ces personnages, que je me fiche de leur relation avec leurs enfants, que pour moi rien n'existe. Là, tu pointes les trois Un trucs un mot- peu lourds, mais par Mais- exemple, le truc au Kenya à la fin avec la femme du président, j'en dis pas plus, mais vraiment le moment de la fin du monde, je trouve ça d'une grâce et d'une élégance. Mais non, mais- Non, non, mais mais bah, tu je vois. dis juste, c'est une scène au Kenya alors que ça se passe pas spécialement. Voilà, il y a une scène sur la bataille de Gettysburg qui est théoriquement passionnante aussi, mais Théoriquement. mais c'est une cinéaste théorique. Et bon. Non, c'est justement Ouais, la violence arrive. C'est justement une cinéaste théorique qui a été capable d'être dans l'incarnation. Et là, elle s'est vidée de toute incarnation. Je sais pas, C'est bon. que de la théorie. Pour moi, c'est vraiment, je vois un objet théorique hyper intéressant. Voilà, quand tu feras ta C'est marrant parce que thèse. je trouve que ça a rarement été aussi incarné, Big Love, bizarrement. Et je ne sens jamais d'incarnation, même quand c'est Idriss Elba. Ce qui d'ailleurs était un spoiler, mais c'est pas grave. Muriel. Je sais pas. Moi, le truc, c'est que je trouve que c'est parce qu'il est coupé en 3 parties que c'est théorique, quoi. Enfin, c'est ça. Non, c'est comme quand tu fais des split screens pour paraître un télo, quoi. Tu vois. Ça, Non, mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression d'un film qui n'est pas daté, qui est comme ça, pure abstraction. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est quel état de l'Amérique. Enfin, on a l'impression qu'on est pendant Obama. On a l'impression que c'est pas vraiment l'administration Trump. Enfin, c'est très bizarre. Le film est complètement abstrait sur le contexte politique, alors qu'il me semble que tout le cinéma américain fonctionne sur un principe métaphorique de un moment c'est la guerre en Irak, c'est le 11 septembre, on va faire des films sur un instant T de l'Amérique, et là je ne vois pas l'instant T, je ne sais pas quel est l'instant T. Moi je trouve que j'ai eu l'impression comme ça de ce moment où on était tous excités pendant la guerre en Irak, où il y avait plein de films théoriques qui sortaient, plein de films américains qui sortaient et qui essayaient comme ça de métaboliser ce qui se passait politiquement. J'ai l'impression de voir ça en 2025, j'ai l'impression qu'elle passe par-dessus ce qui est devenu le cinéma américain, et que moi clairement j'ai perdu le lien organique, l'empathie organique que j'ai avec le cinéma américain. C'est-à-dire que le film me dit les États-Unis ça explose, je suis là trop bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Le paradigme a changé dans ma tête. Le film est pas là pour faire des spectateurs, c'est dommage. Hein. Non, mais il est quand même sur un truc, le dinosaure dans la chaussure, tout ça. Il est quand même sur un truc, on doit pleurer pour. Moi, je n'ai plus une larme pour des personnages américains. Et je trouve que le film ne prend pas acte du fait qu'on a tous coupé les ponts avec ce lien organique qu'on a avec le cinéma américain, qui est en nous, voilà, on voit Air Force One avec Harrison Ford. Enfin, on est né avec ce cinéma-là et on a de l'empathie pour les Américains. Je ne l'ai plus, donc le film, je le comprends pas sur le terrain de l'émotion, parce que je m'en fous d'eux. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je sais pas si c'est dans le cahier des charges Netflix, mais il y a une sorte d'écriture sérielle quand même, un peu clignotante, c'est-à-dire on s'attache à personne, on est un peu avec tout le monde, que moi j'aime pas. Je trouve que vraiment ça va toujours dans le sens de on n'a plus d'attention, on a tous des troubles de l'attention, donc on va s'intéresser un peu à tout le monde, comme ça passera plus vite. Mais qui fait que ce qui me reste, c'est qu'au bout d'un moment, moi, mon attention se recule. Je finis plus par ne plus voir qu'une sorte de musique d'ambiance, c'est-à-dire le film politico-militaire comme musique d'ambiance. Et là, ça m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai évidemment cherché à théoriser le film, et c'est là que j'arrive à le théoriser, c'est-à-dire même la War Room, elle est organisée comme un orchestre, en fait. Et j'ai vu la Ça, musique. c'est Dr. Folamour. Hein. Oui, C'est une version sérieuse de Dr. Folamour. Quoi. Mais j'ai vu, en fait, la partition le film américain comme partition musicale, où il n'y a plus que des motifs qu'on connaît par cœur, qui sont repris, qui sont rejoués. Et c'est là que le film m'intéresse un peu, mais j'ai l'impression que il est quand même toujours sur un truc, que le film est quand même sur un truc, on dit quelque chose de l'Amérique, on essaye de provoquer de l'émotion, alors qu'il n'y a rien du tout, pour moi, sur ce créneau-là, dans le film, et que le film est une forme vide absolue. Alors, Voilà. attends, moi, je voudrais quand même... Pardon, t'as terminé ou pas ? Oui, j'ai terminé. Très bien. Non, juste un dernier truc, c'est Vas-y. que
Je voulais juste, parce que je comprends pas trop le film non plus, j'en ai un peu rien à foutre, mais j'ai lu un beau texte de Josué Morel sur Criticat qui parle aussi de comment en fait le film est tout sur un pur truc de rythmique, c'est-à-dire comment tu rejoues la scène et c'est un truc de condensation et de dilatation et comment c'est vraiment un film sur le rythme et ce texte m'a un peu éclairé sur ce que j'ai vu parce que je pense que je ne comprends pas ce film. Non mais alors ça rejoint un petit peu quelque part ce que j'allais dire, parce que moi je pense que c'est assez intéressant de voir exactement ce qui se passe sur le fait de rejouer la scène, parce que la fausse piste qu'on pourrait avoir, parce que ça correspond à une mode assez présente et notamment sur Netflix, c'est le truc Rashomon. On se dit on le voit 3 fois parce que on va voir plusieurs points de vue, etc. Sauf qu'en fait c'est pas vrai, parce que déjà tous les points de vue sont quasiment déjà dans les parties précédentes. Le film est déjà choral, on voit déjà la deuxième partie est plutôt sur les militaires, alors que la première partie est plutôt sur un staff de la Maison Blanche, mais comme ils sont au téléphone tout le temps, enfin voilà. Et il y a un peu une espèce de teasing sur le président, mais qui est quand même déjà présent par la voix dans les 2 premières. Donc c'est pas ça ce qui se passe. C'est pas plusieurs points de vue pour faire de la grosse dialectique plaquée. D'ailleurs, c'est pas Rashomon du tout. Si elle faisait ça, on aurait limite. C'est plus Aung San Suu. On aurait limite totalement. Si elle faisait ça, on aurait une 4e partie sur les Nord-Coréens qui sabrent le champagne quand le soju, voilà, quand le missile est hésité. Et donc voilà, c'est pas du tout ça qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, et ce qui moi m'a fait penser à Sirat en fait un petit peu. Et d'ailleurs, les 3 notes qui pour Jérôme disent on va tous mourir, ça rejoint un peu Sirat aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le moment nodal du film, c'est pas la bombe, c'est le moment qui est vraiment central dans chaque partie, et c'est le moment de la descente d'organes, le moment où vraiment le sol s'affaisse, et c'est où la catastrophe est inévitable. C'est le moment de là. La descente d'organes et où le sol s'affaisse. Très bien, pardon. Moi j'ai eu une descente d'organes à ce moment-là, mais ok, très bien. Et c'est le moment, c'est la certitude, le moment où le missile est pas chopé, et c'est la certitude de la tragédie. Et en fait c'est un film qui va juste effectivement plutôt Aung San Suu, donc dans Un jour avec, un jour sans, enfin voilà, circuler. C'est sur le soju. On va revivre, un jour sans bombe, un jour avec. Un jour vivant, un jour mort, voilà. C'est le chat de Schrödinger. Le moment que regardez sur YouTube. C'est le film de Schrödinger. Le moment sur Aung San Suu, je suis pas sûr. Non, mais en fait, on gravite autour d'un moment qui est une espèce de petit caillou noir et froid de mort qui est au milieu du film. En fait, on va revivre 3 fois la scène parce qu'on veut revivre 3 fois ce truc qu'elle fait, qui est qu'on part d'abord de la quotidienneté, have a nice day, machin, etc. Et que tout à coup, la probabilité de la catastrophe gagne en probabilité et devient certaine. Et tout le monde est d'un coup un petit enfant horrifié face à la certitude de la mort. Alors même que c'est pas eux qui vont mourir d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de personnage à Chicago. Mais c'est quand même une mort collective qui est partagée, qui vit. C'est l'idée de la fin. On est d'accord, c'est-à-dire on s'en fout qu'ils meurent tous. Mais c'est même pas parce que c'est eux, c'est juste que on sent. Non, mais même c'est ça justement. Non. Je sais pas, t'es sur Netflix, tu regardes ça, t'en as rien à foutre. Moi, ça m'a rien fait du tout. Mais ça m'a fasciné parce que ce que tu me racontes, j'aurais tellement aimé voir ce film. Ce moment, parce que l'idée comme de si le film était bien, en fait, c'est bizarre. Non, mais parce que l'idée de ce que tu décris, et je la trouve tellement sublime. Alors, quand il dit arrêter une balle avec une balle, et le lien avec Gettysburg, en fait, je trouve ça hyper beau, ça. Hyper passionnant d'un point de vue théorique. Alors, non, justement, mais à aucun moment dans le film. Parce que c'est un film Netflix. Tu peux pas réussir un film Netflix, je suis désolée. Non. Oui, bon. Et justement, excuse-moi, mais sur le temps, tu dis c'est pas sa question, parce que c'est plus sa question. Sa question, c'est de faire un film Netflix. Précisément, c'est pas de filmer ce rapport au temps, parce que quand il va déminer là, dans Des mineurs, ce rapport au temps, il est tellement extraordinaire de la façon dont elle le filme. C'est-à-dire, il y a de la mise en scène tout le temps. Là, il n'y a pas. Il y a que ça, un moment de mise en scène. Alors, c'est que du montage. Il y a un truc. Je voudrais d'autant plus revenir sur un mot que c'est de ma faute. En plus, j'étais le premier à dire théorique ici. Oui. En fait, c'est un mot que je déteste parce que théorique, ça veut rien dire. En général, c'est ce qu'on dit au sujet d'un film qu'on comprend pas, mais dont on a l'impression qu'il faut en dire du bien. Donc, je voulais pas dire théorique. Le vrai mot pour Bigelow, et qui a beaucoup plus de sens, c'est abstrait. C'est une cinéaste de l'abstraction. Une cinéaste conceptuel qui fait des films. Non, c'est pas exactement la même chose. Non. Même conceptuel, en fait, ça me va pas parce que c'est vrai, t'as pas tort. Enfin, c'est un peu vache ton truc, mais je comprends quand tu dis bah oui, c'est conceptuel parce qu'il y a 3 parties, machin. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas le côté conceptuel du film, c'est le côté abstrait. Et justement, un film comme Zéro Dark Thirty, c'est ça. Pardon, je suis d'articuler. Ce
que je trouve intéressant dans sa trilogie, qui est en fait une quadrilogie sur la violence américaine et la guerre américaine et tout ça, donc qui commence avec des mineurs, c'est que elle-même, elle s'était un peu mis des bâtons dans les roues toute seule en faisant ça. Elle revendique le fait maintenant elle fait un cinéma d'inspiration presque journalistique, quoi. Elle veut vraiment être sur le contemporain. Ses scénaristes sont des journalistes, etc. Non, mais justement, moi ça m'emmerde chez elle. Mais ce que je trouve fascinant, un peu qui bouge oui, bêtement, là. ah mais ça va, 2 secondes. Le chef-op qui tape sur la caméra pour qu'elle bouge un peu. Enfin, c'est... Ouais, tu sais comment T'aimes pas le film, non? Bon, attends, sérieusement. Je finis juste là-dessus. Que ça me semble Captain intéressant, c'est Phillips. que non, mais en fait l'abstraction c'est quoi? C'est que quand elle fait Zéro Dark Thirty par exemple, qui est un film auquel on a beaucoup reproché justement son point de vue parce qu'on l'a pris pour un film journalistique. C'est le film le plus abstrait qui soit. Et ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée qu'on n'arrive pas à dater, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là, justement, c'est exact. Eh ben oui, mais justement, c'est là où ça me semble hyper intéressant, c'est que c'est un film qui n'est pas. Et d'ailleurs, celui sur la traque de Ben Laden, on pouvait pas faire plus précis. Celui sur des mineurs, enfin sur les mineurs, c'était en Irak, c'était très précis, mais c'était complètement abstrait. Et ça se terminait dans les deux cas. On repensez à la scène du type du démineur tout seul après la guerre. C'est la même scène en fait qu'à la fin de Zéro Dark Thirty. C'est l'Américain, tu lui enlèves la guerre, il n'existe plus, il a envie de crever. Il va au supermarché, il se rend compte qu'il est au supermarché, il a envie de crever. Elle est allée vers de plus en plus d'abstraction. Et dans Détroit, encore une fois, que c'est un film dont on n'a vraiment pas assez parlé, elle était sur un sujet hyper touchy. Elle s'en est pris plein la gueule parce qu'il y a une cinéaste blanche qui fait un truc sur la révolte noire la plus importante de l'histoire des années 60, etc. Sauf que son sujet, c'était pas 1967 à Détroit. Son sujet, c'était prendre ce truc-là. Et d'ailleurs, son vrai sujet, c'était le petit gars blanc, le petit flic blanc, tortionnaire, sadique. Parce qu'en le regardant, lui, elle se posait une question avec vraiment des moyens de mise en scène d'une abstraction totale et que je trouvais sublime, sur le fond du mal et de la violence au fond des hommes, d'où ça vient, puisque ça peut même venir de ce gamin avec une gueule d'ange. Et voilà. Et pour moi, le film est à ce niveau-là. Et donc, c'est pas conceptuel, c'est pas théorique, c'est abstrait. Mais ce que j'aime dans le film, c'est que c'est abstrait. L'émotion, elle vient de l'abstraction, elle vient pas grand cinéma. Elle vient pas du dinosaure et tout, parce que ça, c'est foireux. Mais il y a toujours eu. Là, tu vois, il y a plein de trucs qui sont là. Bah, c'est là, et puis c'est là. Voilà. Non, mais là où je suis hauteur. absolument d'accord avec toi, encore une fois, sur le départ de. Je crois que t'aimes le film, stratégie. Non, pas du tout. Clair, hein. C'est là où je suis totalement Heureusement d'accord qu'il y a avec. les critiques français pour sauver Bigelow, parce que c'est vraiment. C'est En que dessous. justement, ce qui est magnifique avec surtout. Bigelow, mais ce qui est magnifique avec Bigelow, Charles. c'est de partir du concret pour aller vers l'abstraction. Si tu pars de l'abstrait pour aller vers l'abstrait, ben tu fais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais carré blanc sur fond blanc. Ouais, c'est ça, carrément. Tu es carré blanc sur fond blanc, quoi. Il y a plus rien. C'est-à-dire que c'est de l'abstraction sur de l'abstraction. Ce qui est beau, c'est de partir du concret. C'est comment tu filmes un démineur, comment il démine une bombe très concrètement. Mais c'est ça qui t'intéresse dans le et film, c'est comment il démine une bombe. Mais il y a un truc sur les démineurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que comment, en filmant un type qui démine une bombe, elle produit une abstraction. C'est-à-dire comment, à partir du concret, elle fait de l'abstraction. Mais elle filme la même chose, elle Comme filme Wiseman, des c'est ça systèmes que j'aime. opérationnels. Et bah justement, tu Oui, parles de Wiseman. mais c'est Wiseman, ça- c'est les trucs opérationnels. Mais c'est ça. C'est ce qui l'intéresse. Et quand elle filme la War Room, le truc et tout. Mais non. Mais non, quoi, j'ai pas fini ma phrase. Pardon. Mais non. Et il est godardien, écoute. Non, mais justement, elle filme pour moi quelque chose de très concret qui m'intéresse d'un point de vue très concret au départ. Et c'est là où le montage, le truc du temps qui s'écoule pas et tout, c'est le temps de la War Room qu'elle filme. Et je trouve ça hyper beau. C'est-à-dire, c'est le temps de cette espèce d'indécision constante, qui est en même temps une décision déjà prise d'avance à chaque fois parce que c'est opérationnel, donc on sait déjà comment on doit agir. Et elle filme ce truc qu'elle ne peut filmer que comme ça. Alors évidemment, on pense à 24 heures et tout. Sauf que, un autre truc que je me suis dit rapidement devant le film, c'est à chaque décennie, elle a été. C'est pas vraiment à la pointe du genre où elle opérait, c'est un peu en avance, et d'une façon qui était presque une sorte de maniérisme en direct. C'est-à-dire, dans les années 90, elle faisait la même chose que Cameron, qui était son mari d'ailleurs, et qui lui a piqué des idées, mais en un peu plus avant-gardiste. Très légèrement, parce que c'était quand même du cinéma populaire, Point Break, machin, qui est un film génial, mais qui est vraiment un gros blockbuster, consommable, facile, distrayant et tout ça. Dans les années 2000-2010, quand elle fait des mineurs, quand elle fait tout ça, pareil, elle a une petite avance, mais vraiment au sens de l'avant-garde. Et là, vous n'allez pas être d'accord, mais je pense vraiment qu'il y a un truc qui est de cet ordre-là dans le film, c'est qu'on a l'impression, moi au début je me suis dit, j'étais d'accord avec vous pendant 10 minutes, je me suis dit, oula putain, on dirait un épisode de 24 heures, merde, ça y est, elle est à la ramasse. En fait, elle a perdu son avance, et elle est même pas en direct, elle est en retard maintenant. Et en fait, je suis convaincu du contraire. C'est-à-dire, pas au sens où on va découvrir plus tard que, voilà, vous serez toujours pas d'accord. Mais pour moi, le film... C'est là l'émotion que j'ai eue, c'est que ça m'est rarement arrivé. Ça m'a rappelé un film qui est une série B pas terrible des années 50 de Stanley Kramer, mais qui est un des rares films qui m'a donné le sentiment de la fin du monde, vraiment. Bien mieux que Lars von Trier ou je ne sais quelle connerie. Voilà. C'est un film qui s'appelle The Last je sais plus. Il y a Beach dans le On the Beach. Vous regarderez la traduction française. Woman on the Beach. Et c'est un des rares films parce que quand même c'est un truc. À chaque fois qu'on fait des films sur la fin du monde, il manque un truc, c'est la fin du monde parce qu'on la fait pas. Ce qu'a voulu faire Lars von Trier,
de manière, je trouve, hyper lourdingue dans Mélancolia. Sauf que là, il y a ça à la fin et il y avait une tristesse. Voilà. Et je retrouve ça dans le Biglo et pendant tout le film. C'est même pas de l'angoisse parce que le film te dit pas, contrairement au film d'habitude sur l'Apocalypse, faut être angoissé par la fin du monde parce que le but c'est qu'elle arrive pas. Donc à la fin, on est soulagé. Là, c'est juste, c'est triste en fait. C'est même plus l'heure d'être angoissé. C'est fini quoi. On est mort. Bon, voilà, bonne conclusion. Merci en tout cas pour la recours. Il n'y a pas de titre, mais c'est pas grave, on vous laisse le On the Beach. Ah, je pensais que tu le retrouvais pas. Mais le film est pas terrible. D'accord. Mais- ok. Ok, bah, merci. Bon, me le regarder. Voilà, merci pour ce conseil d'un film Avant pas terrible. que tout pète, je vous propose donc d'en rester là pour aujourd'hui. Merci Stratis pour ta Avec venue. Merci plaisir. à nos deux chroniqueurs. Je redis aux auditeurs qui. Merci Guillaume. Et merci Guillaume, ouais. Et aux spectateurs qui sont restés là jusqu'au bout, que notre page Ko-fi est disponible dans le lien est dans la description de la vidéo et que vos dons seront bienvenus pour que nous puissions devenir riches. Manger, à notre déjà. tour Changer de fringue Et pour chaque manger. émission. Peut-être, c'est fini pour- Et laver. c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Merci. Salut.